Dimanche 10 janvier 2021, fête des religions endogènes au Bénin. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité, d'analyse, ce rendez-vous de l'actualité d'analyse justement des faits de la semaine. Au menu de ce numéro de dimanche politique, l'incompétence de la Cour constitutionnelle face à la prorogation du mandat du chef de l'État Patrice Talon, la reprise de la tournée présidentielle, les dits et non-dits du discours du chef de l'État sur l'état de la nation et, sans occulter bien évidemment, la guerre froide qui prévaut entre mouvances et oppositions, et ceci relativement justement aux dispositions de la loi fondamentale et du code électoral. Et ce n'est pas tout. Aussi, le Parlement béninois a-t-il adopté le budget de l'exercice 2021 à hauteur de 2452 milliards de nos francs CFA. L'avalanche d'arrestation des cadres impliqués dans la gestion de la sulfureuse affaire des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi et la définition de nouveaux horaires dans le service public béninois. Et le gros lot, la présidentielle de 2021. Quelle lecture faire de ces principaux points évoqués tantôt? Pour y répondre ce dimanche, M. Antoine Guédou vit Sétogbe. Il est administrateur des banques et finances. Il est le président du parti Grande Solidarité Républicaine, entendez GSR, la main dans la main. Bienvenue, M. Guédou. Bonjour et merci, M. Davor. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre disponibilité. C'est à moi. Alors, nous l'ouvrons conformément aux principes de cette tribune. Les principes, j'en ai soufflé quelques-uns. C'est bien évidemment, ces premiers principes nous mènent justement à la connaissance de l'invité que nous recevons, à la découverte de l'invité. C'est qui, M. Guédou Vissetogbe Antoine? Monsieur Guédou Vissetogbe, pour le connaître, je le ferai au double plan professionnel et politique. Professionnel d'abord? Au plan professionnel, il faut dire que je suis de formation comptable, je suis juriste et je suis économiste. Et j'ai commencé mes premiers pas au lycée technique Koulibaly comme professeur de comptabilité. D'accord. Et puis, à partir de 86-87, Oui. et j'ai pris la même charge à l'INSIA sous le feu professeur Kodjovi, puis après sous le professeur Théodore Olo. À la suite, j'ai continué à l'université d'Abomey, devenu par la suite bien estime. J'enseignais la comptabilité, les mathématiques financières et l'organisation des entreprises. Il faut dire qu'entre-temps, en 1986, j'ai été détaché à la Caisse autonome d'amortissement, où j'ai fait 25 ans avant d'aller à la retraite. Plusieurs fois directeur, plusieurs fois chef service. J'ai fait pratiquement tous les services de la Caisse autonome d'amortissement, la dette, les études, le recouvrement, les marchés, l'inspection et que sais-je. Ah oui. J'étais plusieurs fois directeur, comme je vous le disais. Un parcours professionnel agent comptable, bien fourni. directeur financier. Ensuite, directeur de l'audit et du contrôle de gestion. Directeur du suivi de tous les projets de développement au plan national. Je suis allé à la retraite en 2011 comme conseiller du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. C'est mon dernier poste. Oui. Au plan politique... Non, restons toujours au niveau du professionnel. Vous nous avez présenté l'accomplissement. Mais comment vous en êtes arrivé là? Comment devient-on, par exemple, administrateur des banques et finances? Oui, disons qu'il faut une formation dans une école spécialisée. Moi, j'ai fait l'école de la BCAO, le Centre Ouest africain de formation bancaire, où j'ai fini major de ma promotion, la promotion 92-94. J'en étais le troisième. Après
les ministres Koupaki et Biotchane, que je respecte beaucoup. C'était nos références à la BCAO quand on est rentré là-bas, à l'école de la BCAO. Voilà, j'en suis sorti administrateur de banque et finance. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Voilà, pour ce qui est du parcours, même si vous nous avez... Vous n'avez pas voulu partager avec nous quelles ont été les belles périodes de non, collège, mais je de crois qu'il ne l'université. faut pas s'éterniser sur ça, parce que l'université. le plus important est à venir. Non, mais à travers cela, on aurait peut-être appris que M. Antoine Guédou était peut-être un féru de football, féru de telle discipline, féru des arts martiaux, qui sait. Enfin, on fait avec. Non, ça c'est le sport. Ce que moi je faisais surtout, Oui. j'aimais beaucoup la presse. Et j'étais le rédacteur en chef du journal de Sainte-Rita quand j'étais dans cette Mais c'est aussi école-là. cela. Et puis après, j'aimais aussi le théâtre. Il y avait une troupe théâtrale au sein de laquelle je jouais le rôle de Tokpo. Ah oui. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Ben voilà, des informations qu'on n'aurait jamais sues. Bon. Alors, le parcours politique maintenant. Le parcours politique. Le parcours politique, il faut dire que je suis resté pendant longtemps dans l'antichambre de la Révolution sans y être. J'ai résisté, je n'ai pas fait la période révolutionnaire, mais j'étais ami à beaucoup d'entre eux, et notamment mon parrain, le feu président Viron Guézo, président de l'Assemblée nationale. Et je suis rentré véritablement en politique en 89. À la veille de la conférence nationale avec les feux présidents Keke et Aromanegwe. Ça n'a pas bien tourné parce que c'est une expérience qui a vite fini avec la disparition de cet ensemble politique-là. Disons la dislocation, pas la disparition. Et puis après, je suis allé à la Renaissance du Bénin en 92, où on m'avait fait appel. Et j'ai fait mon adhésion. Je suis parti d'abord en formation et à mon retour, j'ai continué là. J'ai été successivement secrétaire à la jeunesse au département du Zou. Ensuite, disons déjà au département du Zou, je rends hommage à ceux avec qui j'avais travaillé qui ne sont plus. M. Atikba, M. Tomaraga, M. Guy Soglo, ensemble nous avons installé presque toutes les structures du Zou et des collines. On était par moments ensemble avec certains jeunes à l'époque, Da Aranzouglele, et puis Lucas Tropo. Voilà un peu les jeunes qui avaient travaillé avec nous dans ce cadre-là. Mais je suis resté là jusqu'en 2003, où j'ai pris mes distances pour des raisons. Avec la RB. Et donc après la jeunesse, département de la jeunesse, j'ai été président de la commission des finances et de l'économie du parti. J'ai été membre du conseil exécutif national élargi. Et j'ai pris mes congés. Je dis congés parce que à la RB, j'avais une référence, le président Soglo. Que je salue aussi la détermination de Maman Rosine. Mais le président Soglo, moi j'étais un peu plus professionnel. Le président Soglo était ma référence et demeure ma référence. Donc en 2003, j'ai pris congé de la RB, parce que je n'ai plus jamais oublié le président Soglo. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire le régime de Kékou. Mais qu'est-ce qui a pu bien justifier votre distance avec la RB? Non, c'est une raison. Je préfère les terres ici. D'accord. Je préfère les terres ici, mais je peux dire, grosso modo, c'est des raisons de principe. Peut-être des raisons sensibles. Non, c'est des raisons de principe. Les mêmes principes que je défends aujourd'hui. Et voilà, le sens de l'engagement, le sens de la nation, le sens du compromis, mais pas la compromission. Voilà un peu les raisons. À un moment donné, j'ai pris congé, mais je n'ai jamais pu oublier en fait les deux ténors de ce parti. Je veux parler du président Soglo en matière de gestion et de la présidente Vira Soglo
en matière de détermination, C'est cela. de lutte pour les intérêts de la nation. Voilà. Et après ça, le président Séverin Adjovi m'a fait appel en 2004. En fait, j'ai quitté la RB en 2003. Au RDL Vivotin. Au RDL Vivotin, avec le soutien de Guy Amédée Adjaraon. Et j'étais d'ailleurs son adjoint, secrétaire général adjoint du RDL Vivotin. Et après qu'il soit parti à l'UMOA, je suis devenu secrétaire général par intérim. Donc, je suis resté là et j'ai fait un tour avec le président Séverin Adjovi. Et à l'Union fait la Nation, j'étais son représentant à la conférence des présidents. Mais après toute cette expérience, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu Après déçu. tout ce périple, parce J'ai que été un peu déçu. vous avez goûté à presque toutes les sensibilités. J'ai été un peu déçu. Pas bon, sensibilité, essentiellement RB et, comment dirais-je, Union fait la Nation. J'ai été un peu déçu par les tiraillements, le pas de l'intérêt personnel sur l'intérêt général. Les mêmes principes que je défends aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, la seule différence aujourd'hui, c'est que la proportion était minimisable. Aujourd'hui, c'est plus grand. Ah ouais. Et c'est plus déconcertant. On a tout le Et temps c'est d'y arriver. dommage. On a Donc, tout le temps d'y arriver, d'établir j'ai le fait parallélisme et la ça. comparaison. Oui, je continue. J'ai fait ça et puis, après cette expérience, disais-je, j'ai jugé utile de fonder mon propre mouvement, le mouvement Mihalodo. Et puis, ce mouvement, en concertation avec d'autres partenaires, a débouché sur le parti Grande Solidarité Républicaine GSR, dont je suis le président aujourd'hui. Vous en êtes où par rapport Je au dis récépissé? simplement le président en exercice, parce que chez nous, c'est 2 mandats au plus. Ah oui? Ah oui, l'alternance au sommet de l'État, il faut que cela s'apprenne dans les partis. La révision des tests du parti peut subvenir. Et quand vous regardez nos tests là... Avant de conclure, pour ce qui est de votre carrière... Quand vous regardez nos tests, il y a des verrous essentiels, des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Tout comme dans la constitution béninoise, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Des choses auxquelles vous n'avez pas le droit de toucher. Voilà. Oui, lesquelles choses sont restées sacrées jusqu'ici. Monsieur Guédou, Antoine... Lesquelles choses sont restées sacrées? Pas tout à fait, on y est. On y vient, rassurez-vous. Alors, dites-moi, en vous-même, quand vous lisez, quand vous exposez la carrière professionnelle, le professionnel et le politique, quelle leçon tirez-vous vous-même de tout cet ensemble? La leçon que je tire, et qui est en fait le socle de ma déception, c'est qu'il y a une forte tendance chez des collègues politiciens à oublier l'aspect technique. Alors que, quand vous êtes technicien, quand vous êtes intellectuel, ça doit être au service de la nation, ça doit être au service donc du politique. Mais on oublie tout. Et on privilégie le politique. Cela aboutit à tout ce que nous voyons dans la nation aujourd'hui. Antoine Guédou, nous allons poursuivre, ouvrons à proprement parler maintenant Dimanche politique, la toute première rubrique après la connaissance de l'invité à laquelle je vous invite maintenant, c'est de la constitution, de la compétence de la Cour constitutionnelle. Comment avez-vous accueilli cette décision d'il y a quelques heures relative à la prorogation du mandat du chef de l'État? Vous savez, une constitution, c'est un certain nombre de règles préétablies qui régissent les rapports entre l'État et le peuple, d'une part, et les rapports entre l'État et la communauté internationale, d'autre part. Et à chaque niveau, il y a des arbitres. Lorsque ces rapports-là sont mal gérés. Au niveau intérieur, c'est la Cour constitutionnelle. Vous avez entendu beaucoup de politiques, et notamment le président Talon dit, quand vous n'êtes pas d'accord, référez-vous
aux voies recommandées, aux voies légales. C'est ça. Donc, la référence interne, c'est la Cour constitutionnelle. Elle est compétente en matière de contrôle de constitutionnalité. Et bon, que cette Cour en arrive à déclarer son incompétence, et je l'ai reçu comme le sacre à la fois du dilemme et de la démission. Qu'est-ce que ça dit? Voulez-vous dénier la compétence des sages? Voulez-vous leur Non, je ne dénie pas de... je dénie pas, bien au contraire. Je refuse qu'on me dise que la Cour est incompétente. Mais là, le peuple est remis à lui-même. C'est vrai qu'en France, c'est arrivé, mais il faut dire que... Et au Bénin, ici, ce ne fut pas la première fois que la Cour se déclare incompétente à se prononcer sur tel ou tel point. Il y a une autre fois que vous pouvez porter à ma connaissance. C'est moi je fais l'exercice. Peut-être que j'ai une mémoire courte, mais je veux savoir. Mais il y a bien de cas. Mais ce que il y a bien des cas. Oui, comme... c'est moi, je vous pose des questions, M. Guédou. Et Écoutez, vous savez bien de quoi je parle. Je vous ai dit, la Cour au niveau interne, voilà à quoi ça sert. Et comment je ressens ça, moi. Oui. Comment je le ressens. Du coup, au niveau externe, il y a les institutions internationales, les institutions judiciaires internationales, et parmi elles, qui ne sont pas au-dessus de la République non plus. La République disparaît dès lors que vous ratifiez leur traité ou leur accord. Vous vous soumettez à leurs règles de fonctionnement. On se soumet, mais pas disparaître. Je dis que quand je dis disparaître, c'est une manière de dire, et c'est ça que j'explique en disant, voilà. Vous avez le devoir de vous soumettre. On a déjà des principes. Voilà. Vous avez le choix entre rester et vous retirer. Mais dans un cas ou dans l'autre, vous le faites en respectant rigoureusement les textes que vous avez ratifiés. En la matière, nous venons d'avoir 2 décisions. Sur les mêmes matières, nous avons eu la décision de la KFDHP. Bien sûr. Et nous avons maintenant la décision de la Cour. Alors, en se déclarant incompétente, la Cour laisse subsister seule la décision de la KFDHP et met fin à toute supputation, à toute agitation. Si la décision avait pris, la Cour avait pris une décision, bon, il y aurait des hésitations, quoi qu'on est obligé de dire, de se référer à la primauté de l'une sur l'autre. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de ça. La seule décision qui existe, c'est la décision de la KFDHP. On va s'intéresser ce matin rien qu'à la décision relative à l'incompétence de la Cour à l'issue. Voilà, quand je prends cette décision-là, ce n'est qu'après examen. Moi, je vous crois avoir parcouru correctement cette décision. Oui, attendez bien. Et vous savez, la Constitution qui a été révisée avait des règles. La révision, le texte révisé comporte 2 choses. Le parrainage et le mandat. Source de conflit. Pas que. Il y a bien 2 points. Non, je dis source de conflit. Je dis source de conflit. Et pour les conflits, non, ce n'est pas ça. Je vous donne mes raisons. Vous savez, quand vous prenez le parrainage, il y a 2 niveaux qu'il faut apprécier. Le premier niveau, les députés qui ont voté le parrainage ont été élus sur la base d'un test qui ne leur confère pas cette attribution. C'est le premier niveau. Lisez bien la Constitution du 11 décembre 90.
Nulle part ne figure dans les attributions des députés le parrainage de candidats. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui n'est pas moins choquant, c'est que lorsque vous prenez un test, c'est une règle générale de droit. Ça dispose pour l'avenir. Ça ne peut pas s'appliquer à vous-même. Sauf si vous revenez à une autre élection. Mais voilà des gens qui prennent un test, qui disent c'est nous qui parrainons. C'est donc, ça s'applique à eux. Et ça ne se limite pas qu'à eux. Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Les dispositions ne précisent Ça pas se que les limite dispositions à eux. expirent. Ça se limite- Expirent au-delà de 2021. Écoutez, ça se limite à eux. Ça se limite à eux simplement parce que c'est eux qui parrainent. Ce n'est pas la question d'au-delà qui nous intéresse. Ils n'ont pas le droit de parrainer maintenant. Ils peuvent parrainer à l'avenir s'ils revenaient. C'est ceux qui doivent venir plus tard. Pourquoi donc? Je vous ai dit les raisons. Si vous voulez que je me répète. Non, mais écoutez, Je dis que la loi dispose pour l'avenir. Je dis aussi que on ne leur confère pas le test sur la base duquel ils ont été élus, ne leur confère pas cette compétence de parrainer. C'est clair dans ma tête. Aucune disposition, aucun point des dispositions actuelles ne précise ce que vous évoquez, M. Guédou. Qu'est-ce que vous appelez dispositions? Les dispositions actuelles disent que les députés doivent parrainer. Mais alors? Alors que Oui. ils n'ont pas cette compétence-là au regard des tests sur la base desquels ils ont été élus. Les dispositions disent que le parrainage, c'est tout de suite, alors que cela devra être disposé pour l'avenir. Voilà ce que je dis, si vous ne m'aviez pas compris. Mais non, je vous ai bien compris, M. Guédou. Le parrainage reste ce que c'est que le parrainage, maintenant et pour l'avenir. Maintenant, c'est ça qui est interdit, justement. Mais maintenant, c'est tout sauf du droit. C'est quoi donc alors? Pour l'avenir, d'accord. Mais maintenant, non. Ils n'en ont pas le droit. Et à deux points de vue, je vous ai dit. Monsieur Guédou. Bon, la deuxième chose que contient cette constitution, c'est la question du mandat. Là, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Le mandat est de 5 ans. Pour la constitution sur la base de laquelle le président Talon a été élu. Et au serment, on le lui a lu. Oui. Nul n'a le droit. Avez-vous le contraire quelque part? Le contraire, c'est que... Vous le parlez de 45 jours. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas normal de rallonger ça. Là encore, c'est tout sauf du droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Quand est-ce qu'on fait en de pareils cas? Élection générale prétestée, ce n'est pas ça qu'on conteste. Mais les dispositions entrent en vigueur pour l'avenir. Pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Et la Cour dit, je suis incompétente. Mais alors? Oh, c'est la même Cour. On y était. Suivez-moi. C'est la même Cour qui a déclaré la Constitution conforme. Où est-ce qu'elle avait trouvé les compétences pour faire ça? Et maintenant, elle n'a plus cette compétence-là. C'est paradoxal. À la limite, on est en train de narguer le peuple. On est en train de dire que le désert de compétences, c'est tout le monde qui est enrôlé dedans. Oh non! Il y a encore des gens qui ne sont pas déserts de compétences. Vous savez, hein, nous sommes tous diplômés. Nous ne sommes pas tous compétents. La compétence, c'est la probité intellectuelle. La compétence, c'est l'efficience. Il ne s'agit pas d'avoir le diplôme pour avoir ces deux-là. Monsieur Guédou, mais je ne plus à vous rappeler. Bon. Je ne plus à vous rappeler la trempe, la carrure des sages de la Cour constitutionnelle. Ah oui. Ça, vous le savez même peut-être mieux que moi. C'est justement pourquoi ils doivent être condamnés. Ah oui? Ils ne doivent pas donner l'impression C'est fort, ça. d'avoir simplement des diplômes. Mais ils Non. ne le donnent pas. Ce sont des praticiens. Mais Et vous le savez. moi, je vous ai dit. Des praticiens rompus. Non. Ils sont praticiens. D'accord. Mais moi, ils ne me donnent pas le sentiment qu'ils sont praticiens. Seulement à partir d'hier ou depuis toujours? Non.
Je ne veux pas parler depuis toujours. Je ne veux pas parler de depuis toujours. Parlons de la question que vous avez posée. Le sujet d'hier, c'est ça qui m'intéresse. Donc ils ont cessé de vous convaincre depuis hier. La preuve, vous voyez le dilemme. Ils sont incapables de prendre une décision. Non, ils ne sont pas incapables. Ils ont pris une décision Ils disent qu'ils sont incompétents. C'est aussi cela. Mais lorsqu'on dit, c'est vous qui êtes l'arbitre, et que vous dites, je ne peux plus siffler, ça veut dire quoi? Le jeu devient quoi? Qui organise la pagaille maintenant? Le président Patrice Talon a dit plusieurs fois, nous sommes un pays de pagaille. Mais qui organise la pagaille? Il faut partager la thèse. Tous les jours, on pose des actes de pagaille. Et malheureusement, ceux qui disent nous sommes un pays de pagaille, c'est eux qui font le matelas, la pagaille. Ce n'est pas bien. Vous appelez ça pagaille que la Cour, après étude, après examen, après un exposé scientifique bien pointu, on arrive à se déclarer incompétent. Vous avez lu l'exposé des motifs? J'ai tout lu. Parce que je ne veux pas polémiquer sur ça. J'ai la décision. Je ne veux pas polémiquer sur ça. J'ai la décision. Mais je vous dis mon appréciation. Vous avez demandé mon appréciation. Je vous ai donné mon appréciation. Et je ne suis certainement pas le seul à avoir cette appréciation. La Cour vient d'ouvrir une crise politique. Une boîte à Pandore, vous voulez dire? Une crise politique. Et je pense que les institutions de la République doivent en tirer les conséquences. Je vais commencer par la Sénat, qui s'apprête à... Mais y a-t-il vraiment raison à penser, à donner corps à une crise pour ce qui est... La crise est là. La crise était latente. Mais en se déclarant incompétente, la Cour rend la crise aujourd'hui palpable, oui, incontestée. La dite crise donc, que vous évoquez, a-t-elle impacté le calendrier électoral? Est-ce que vous pensez le calendrier se déroule est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que ce calendrier électoral-là, qui n'a aucun fondement juridique, peut se dérouler? Et pourquoi le dites-vous? Je le dis simplement parce que... A-t-on changé les institutions? Je le dis simplement... A-t-on changé les institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle de 2021? Non? Je le dis, ce n'est pas les institutions le problème. Mais alors? C'est le test. Les tests sur lesquels se fondent ces institutions. Ont été des tests... Les tests ont été votés, simplement adoptés. Annulés. Votés, adoptés, mais annulés. Par qui, M. Et le président de la République... Quand et par qui? Annulé par la KFDHP, une institution dont les décisions s'imposent. À qui? S'imposent au Bénin parce que le Bénin a ratifié ces tests. Ce n'est pas bien. On ne peut pas continuer de vivre en dehors de la loi. Oui. On ne peut pas continuer de vivre en marge de la loi. Non. Les tests sont là, nous avons ratifié, ça devient une loi. Ça fait partie de notre constitution d'ailleurs, qui a été modifiée. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est organiser la pagaille. La règle de droit... Vous avez suivi la lecture qu'en ont fait des juristes de renom de la place de cette décision de la Cour africaine? Qu'est-ce que les juristes ont dit? Les juristes ont dit, ceux que vous appelez juristes, ils disent que c'est politique. Il y a eu différentes lectures. Ils disent que c'est politique. Dans l'ensemble, c'est ce qu'ils disent. C'est politique. C'est ça, non? Mais quel est l'élément sur lequel s'appuie la Cour? Le défaut de consensus. Diogbenou avait dit autre chose hier? Non. Il y a de hauts juristes dans leur rang qui n'ont pas dit autre chose hier. J'étais à une autre émission ici et je vous ai dit, pour aider le peuple à comprendre, montrez les vidéos. Les vidéos existent. Oui, mais là où je me refuse de partager votre lecture, avons, M. Guédou, c'est que quand vous dites que la décision de la Cour africaine, je ne sais pas, annule littéralement toutes les décisions. C'est pas moi qui le dis. Le droit dit que la norme inférieure, c'est la décision intérieure. C'est pas moi qui le dis. Et moi, je ne fais que dire ce qu'on nous apprend tous en droit. Non, je n'ai rien dit d'extraordinaire. Mais je voudrais attirer votre attention sur sur quelque chose. Dans votre introduction, vous avez énuméré beaucoup de sujets. Bien sûr.
importants. On va tous, Ne faisons pas un dialogue de sourds. Non, on va tous les aborder. Sur une question qui me paraît, moi, réglée. Ah oui? Oui, ça me paraît réglé. Pour moi, là, c'est du non-lieu. Ah ouais. Ce que la Cour a dit, c'est du non-lieu. C'est pourquoi je parle de dilemme. À la limite, que la Cour, même si elle est choquée, me permette de dire que ce n'est pas sérieux. Nous avons confié notre destin, le destin de la nation à cette Cour-là. Pour dire, lorsqu'ils sont en train de se battre là, voilà, toi, tu règles. Mais là, L'incompétence dans la circonstance actuelle là, on va poursuivre, inapproprié. on va poursuivre, mais avant, j'ai l'impression que vous bafouez la décision d'une haute instance de la République. On va évoluer, je ne suis pas d'accord avec votre conclusion. La haute instance de la République peut prendre une décision, mais la décision est critiquable. Oui. Job Benoît a été plus virulent que moi hier. Je ne veux pas citer d'autres, j'avais déjà cité ici. On évolue, Donc, M. Guédou. On évolue, M. Guédou. Oui. On va aborder maintenant la reprise de la tournée du chef de l'État en quelques petites minutes rapidement. Je ne vous apprends rien. Le chef de l'État a enclenché la dernière phase de son exercice de reddition de comptes à travers les 17 communes restantes. Et vous l'aurez sûrement suivi sur les réseaux sociaux et sur les différents médias et bien évidemment sur Eden TV. Bien évidemment. Quelle lecture faites-vous de la reprise de cet exercice? Et quelle est l'opportunité de cet exercice? Et quels sont les acquis? Vous avez sorti le mot, l'opportunité. Je me suis déjà prononcé sur cette question ici, là, pour dire que moi, je n'ai pas vu de réduction de comptes. J'ai vu une tournée du chef de l'État où il veut être en contact avec ses populations. C'est une bonne chose parce qu'il ne l'avait pas fait depuis qu'il a été élu. Si aussi, parce qu'il est candidat, il veut mieux les connaître. Il vous l'a dit déjà? Je dis, j'ai dit si. D'accord. Parce qu'il est candidat. Hein? Il veut utiliser cette occasion pour mieux connaître les problèmes des populations et faire son projet de société. C'est tant mieux. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire ça aux frais de l'État. Après 5 ans, ce n'est pas maintenant, il va s'enquérir des réalités du Bénin. Mais vous le suivez sur le terrain, non? Il fait quoi concrètement? C'est la même, c'est ce qu'il fait, non? Il va aussi souvent, il va faire un essai. Il laisse la parole aux gens. Il va se rendre compte aussi des réalisations, des projets ou autres dans chaque localité. Alors, je ne vous dis pas autre chose. Oui, mais quand vous dites que c'est maintenant qu'il va s'enquérir. Dites-moi, les localités où il a parcouru là, oui. Quel projet il est allé visiter pour dire je veux... Non, il est devant les populations, il parle. Il leur donne la parole, il leur fait des promesses, les populations font des doléances. Ça, ce n'est qu'une partie C'est tout ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu autre chose. C'est ce que vous avez vu. Si vous avez vu autre chose, montrez ça sur votre écran et nous allons constater ça. D'accord. Les acquis. Maintenant, l'opportunité aujourd'hui. Je crois que nous avons des problèmes sérieux. Et le chef de l'État est à la fois le garant des lois et le garant de la paix. Ce que nous voulons entreprendre, ce que nous nous apprêtons à vivre là, mérite mieux que ce qu'il fait. Il peut se consacrer à régler ces problèmes-là. Les problèmes du moment, que de parler de, je ne sais pas moi, de tourner, c'est inopportun. Selon M. Guédou. C'est inopportun, selon moi. Moi, je vais penser beaucoup plus à la vie des gens qu'à des choses que je n'ai pas faites. Et à sa place, vous l'aurez fait, hein, 5 ans à la Marina, sans chercher à briser la glace, sans chercher à entrer en contact avec vos administrés. Monsieur Davo, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que selon son planning, son timing, c'est le bon moment. Bon, je lui en laisse la responsabilité. D'accord? Monsieur Guédou, je rappelle encore une fois que vous êtes le président du parti Grande Solidarité Républicaine GRCR, la main dans la main. On évolue dans la suite de cette édition, dans la suite de ce numéro de Dimanche Politique. On va aborder maintenant les dits et non dits du discours sur l'état de la nation. Vous l'avez suivi comme tout autre Béninois. Et ce discours m'a semblé vous avoir motivé quelque peu. Je veux parler, pas forcément vous, mais vos pairs, de l'aile
de l'opposition. Alors, comment le parti Grande Solidarité Républicaine apprécie-t-il le discours sur l'état de la nation? D'abord, il faut dire que la position de l'opposition est la nôtre. Mais spécifiquement, le parti Grande Solidarité Républicaine a retenu 4 choses. D'abord, un avant-goût qui a été donné par les journalistes qui se sont posés des questions et des inquiétudes. Qu'est-ce que le chef de l'État veut réellement aller dire à son peuple? Réécoutez-les. Deuxièmement, tous les députés sont acquis à sa cause. Troisièmement, il est sur un terrain conquis. Je répète exactement ce qu'ils ont dit. Et tout est dit. Ça dépend de quel type de médias Je vous vous avez ai suivi. dit, Sinon, je ne pense pas qu'on puisse faire une moi, telle ce lecture que j'ai suivi, à l'avant-veille ou à quelques minutes du discours. ce que j'ai suivi, c'est la télévision nationale, les médias de service public qui ont reporté l'événement. Qui peut-être ne l'auraient pas dit exactement comme vous, moi, vous l'avez résumé. Non, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Vous pouvez réécouter. Moi, je dis simplement ce que j'ai entendu des journalistes. Mais je conclus que cela veut dire tout. Oui, ça dépend de quel prisme. Maintenant, du président de la République. Non, ça là, c'est les journalistes qui ont dit ça. C'est juste un commentaire. Le président de la République, j'ai retenu 3 choses. La première chose, il a dénoncé ceux-là qu'il se plaît à appeler partenaires circonstanciels. Je veux parler des députés. Il dit, il y a des pratiques honteuses. Vous avez suivi. Du passé. Qui ont cessé. Là-dessus, à la place des députés, je ne suis pas fier. Ah ouais? Oui, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Et je voudrais dire que, sous le président Talon, les mêmes pratiques honteuses, même si aujourd'hui il estime que... Vous y mettez déjà de bémol? Non, même s'il estime aujourd'hui, s'il estime, et il y a des raisons que ça diminue un peu aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Je vous laisse évoluer. Lorsqu'il est arrivé, vous avez suivi Mémé Rosine Soglo ici. Et malheureusement, lorsque le président a dit aujourd'hui les mêmes choses que Mémé Rosine Soglo, tous ceux qui s'agitaient hier là, à nier les réalités des faits, ils n'ont pas pipé mot. Moi, je les attends. J'attends leur réaction. Rafraîchissez-nous la mémoire. Écoutez, je dis j'attends la réaction du président Idi Kolaolé. J'attends la réaction de M. Ramboy Bla. J'attends la réaction de bien d'autres. Par rapport à la dénonciation du président, je ne suis pas fier à leur place. Je ne serai pas fier. Il n'a jamais dit, le chef de l'État. Le chef de l'État a dit exactement ceci. Il y a eu des pratiques honteuses. L'expression est claire. Du passé. Et il a expliqué ce qu'il met dans pratique honteuse. Des gens qui n'étaient pas disposés à voter les lois, à faire passer le budget sans prendre l'argent. Mais quand cette brave dame avait dit, nous avons pris de l'argent et que tous vous avez pris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils n'ont qu'à redire les mêmes choses aujourd'hui. Donc vous convenez maintenant que le chef de l'État... Je veux dire ceci, je ne parle pas du chef de l'État. Qu'il se bat. Je ne parle pas du chef de l'État. Pour toiletter je dis ce que j'ai noté. Mauvaises habitudes d'hier. Écoutez, je dis ce que j'ai noté et je situe les responsabilités. Pour le moment, je suis aux députés oui, mais donc qui ont reçu le discours. Il n'y a pas de raison à avoir... Laissez-moi venir au chef de l'État. Vous y êtes. Le chef de l'État a dit 2 autres choses. C'est qu'il a reconnu expressément, après nous avoir habitués à ce que le job peut se faire en 5 ans, qu'il y a bien de choses qu'il n'a pas pu faire. Et se résout chaque fois à l'expression, bientôt ce sera une réalité. Ensuite, prendre de nouveaux engagements. Ça n'engage que ceux qui ont pris au sérieux les autres engagements. Vous suivez?
C'est la deuxième chose que j'ai notée. La troisième chose, le chef de l'État a expressément reconnu la destruction du système éducatif. En ce qu'il dit, malgré le taux de scolarisation élevé, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de professeurs. Et j'espère bien que ce n'est pas entretenu exprès. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, dans quelles conditions on a commencé le leasing ici, les locations de véhicules pour l'État? On a commencé par nous dire, ça coûte trop cher, les achats de véhicules. Pourvu qu'on ne nous dise pas demain qu'il y a une entreprise qui loue le personnel, ce personnel-là à l'État, qui forme de meilleurs enseignants et qui les loue à l'État. C'est pourquoi je dis, pourvu que, vous comprenez ce que je dis? Une nation. Oui, mais quelle est votre position de cette lecture du chef de l'État? Parce que vous voulez dire que... J'ai dit qu'il a reconnu la qualité de l'enseignement est meilleure, position. contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État. Non. Ma position, c'est que le système éducatif a été détruit. Pendant 5 ans. En seulement 5 ans? En seulement. Donc, il a un mandat de combien d'années? Non, vous dites que ce n'est que maintenant. Ce n'est qu'au cours du mandat du chef de l'État, Patrice Talon, que le système éducatif a subi ce coup. C'est ce qu'il a dit lui-même. Moi, je ne répète que ce qu'il a dit. Il a fait une lecture, pas sûre. Il a fait la lecture, vous pouvez l'interpréter de 2 manières. Voilà. La première, je n'ai pas pu régler ce problème, malgré mes promesses. Ce qui veut dire que c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Mais il y a eu beaucoup d'efforts. Par le passé, je ne veux pas faire. Je vous dis que vous avez pris plusieurs sujets à la fois. On peut prendre chaque sujet et dire beaucoup de choses là-dessus. Mais en 1 heure de temps, aborder tous ces sujets-là, c'est pas possible. Vous avez vu. Dites-moi, combien d'emplois ont été créés aujourd'hui dans ce secteur-là? Et lorsque vous prenez des gens qui avaient l'habitude de prendre leur salaire pendant 12 mois, et que vous leur dites maintenant, vous ne prenez que pendant 9 mois. Vous êtes en train de construire quel système éducatif? C'est sous lui. Lorsque ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas ces salaires-là, se disent, nous allons courir ailleurs, dans le privé, pour chercher de quoi nous nourrir pendant les vacances. Et qu'on leur dise, désormais vous faites 30 heures, plus de 18 heures, plus de 22 heures, parce que c'est parce que vous avez le temps que vous allez chercher des heures ailleurs. C'est simplement méchant. Oui, monsieur Et vous comprenez que dans ces conditions-là, le système éducatif ne peut pas être performant. Oui. Mais ça ne peut pas être performant. Mais ça dit que c'est... Avec les effectifs du ressort. avec la fusion à tous azimuts des écoles. Mais écoutez, ne fuyez pas le débat. Les réalités sont là. Dans un passé récent, Monsieur Guidou, écoutez, dans un passé récent, je dis dans un passé récent, oui, on s'attelait à 2 choses. La construction des salles de classe. Deuxièmement, le recrutement de professeurs ou d'enseignants par tous les moyens. Vous avez suivi ici les préinsertions. Vous avez suivi ici les services patriotiques. Tout ça là concourt au même objectif. Vous comprenez? Aujourd'hui, qu'il n'y ait plus rien de tout ça. Et que celui qui a entretenu ce climat-là dise en fin d'exercice, on n'a pas réussi à faire ceci, on n'a pas réussi à... Malgré que les parents font tout pour envoyer leurs enfants à l'école. Ce qui fait un taux de scolarisation élevé. Quand il vient dire ça, pourquoi voulez-vous l'attribuer aux autres qui ont fait tant d'efforts? Oui, monsieur Guidou, j'ai l'impression que c'est le langage de vérité, la sincérité du chef de l'État qui blesse quelque peu. Parce je pense qu'on peut bien être de l'autre aile, de l'opposition. Vous trouvez normal qu'on renverse du lait, qu'on commence à pleurer? Qu'est-ce que vous appelez sincérité? La sincérité déjà, la sincérité déjà, lorsque vous prenez le pouvoir, vous présentez un programme. La sincérité déjà, c'est de respecter ce programme. Ce qui a été fait. Lorsque vous ne respectez pas le programme,
et que vous venez constater vous-même que vous n'avez pas construit de salle de classe, que vous n'avez pas engagé des enseignants pour régler le problème, le programme ne me dites pas n'a moi. pas manqué d'être respecté, peut-être n'a pas été accompli. Qu'est-ce que À 100%. dites-moi? Qu'est-ce que Vous voulez me dire qu'il a laissé de côté le vous... PAG? Je vous dis ce qu'il a dit, non? Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? C'est moi qui ai dit qu'il n'y a pas eu d'enseignants recrutés? C'est moi qui ai dit qu'il n'y a pas eu de salle de classe? C'est lui qui l'a dit. Pourquoi vous voulez m'en donner la paternité? Non, je la lui laisse. Il a reconnu le taux de scolarité. Et je vous dis, Et il a reconnu... est-ce que c'est normal que... Ce qu'on déplorait hier, c'est que c'est la déscolarisation. Alors, Mais est-ce que c'est normal qu'ils reconnaissent que les parents fassent cet effort-là et que lui, à son tour, il ne fasse rien? vous le pensez vraiment? Intimement, vous pensez que rien n'a été fait sur le plan éducatif? Ne faites pas le sourd. Monsieur Guédou. Ne faites pas le sourd. Ne soyez pas sourd à ce que je dis. C'est lui qui a dit, pas de salle de classe, pas d'enseignants recrutés. Je vous le répète. Ne faites pas le sourd à ça. Non, j'ai l'impression Donc, que je l'écoute, j'ai que j'accueille ça et que je répète. l'impression que les Qu'est-ce que prismes vous- d'écoute diffèrent. Les prismes d'écoute des discours du chef de l'État Toi, tu n'as pas entendu ça. diffèrent. Tu n'as pas entendu ça. Monsieur Guédou diffère, en fait. Si l'audio existe, je te prie. Nous avons de tout le discours. réécouter ça. Nous avons tout le discours, monsieur Guédou. Bon, Rassurez-vous. Voilà. On va poursuivre. Dites-moi maintenant, avant de fermer ce volet relatif au discours sur l'état de la nation, dites-moi, quelle est la posture actuelle de l'opposition au lendemain de ce discours? Nous avons tiré que c'est un aveu d'échec. C'est tout. C'est un aveu d'échec. Je vous ai donné le point essentiel. Donc 50 Et échecs. il y a un vœu que j'ai réservé pour la fin. Ah oui, Je vous dirai. d'accord. Voilà. C'est dans quelques minutes. On va aborder maintenant une petite question. Finance et économie. La représentation nationale a... Non, avant d'en arriver là, Oui, oui. Puisque nous parlons du une discours petite du escale. chef de l'État, parlons de la réaction de ses partenaires. Lorsque l'opposition s'est organisée oui, pour faire une sortie oui. et jouer son rôle de contre-pouvoir, vous avez suivi? Ils ont réagi. Et curieusement, lorsque travers nous avons fait l'ouvrage notre sortie pour faire une déclaration et critiquer la gouvernance et tirer des conséquences, le président Yahi n'était pas là. Mais quand eux, ils sont sortis, ils ont passé les 70% du temps à s'attaquer au président Yahi. Mais pourquoi? Mais c'est de bonne guerre, à chacun sa stratégie. Écoutez, je dis bien, il n'était pas à cette déclaration. Bien sûr. Il n'a rien dit là-dessus. À leur déclaration non plus, le chef de Il l'État... n'a Patrice rien Talon n'y dit était pas. là-dessus. Vous comprenez? Non, quand nous avons voulu critiquer, nous avons pris la déclaration, le discours du chef d'État que nous avons Oui, que décortiqué. vous avez disséqué. Si le président Yahi Boni avait dit quelque chose à cette occasion-là, qui s'attaquait, je ne dirais rien. Je dirais c'est de bonne guerre. Le monsieur n'était même pas là. En plus, il n'a pas fait le moindre commentaire là-dessus. Et pourtant, alors je me suis interrogé. Je dis, mais est-ce que c'est ces dernières sorties-là qui font autant peur? Vous le pensez? Oui, mais je pense, parce que je ne vois pas la relation entre associer le président Yahi à notre déclaration. C'est une partie de vous, en quelque sorte, même s'il n'y était pas. Comment? Il n'est Il pas est- mouvancier, vous vous direz pas. Écoutez, lorsque l'UP fait quelque chose, lorsque BR fait une déclaration, on s'attaque au président Talon? Non, on s'attaque à ceux qui ont fait la déclaration. Le combat, c'est face to face. C'est une fuite. Et quand vous prenez ce truc-là, une bonne partie a pris le temps à menacer le président Yahi. Vous trouvez que c'est normal qu'on donne cette culture à la génération montante de menacer un ancien président, Vous y avez lu des menaces? de le traiter de gamin? Hier, à l'aéroport de Tourou, c'est la menace de le traiter comme vil individu.
Aujourd'hui, non, le président Talon deviendra ancien président. Et moi, personnellement, je ne permettrai pas qu'on lui dise ça. Je ne permettrai pas. La fonction présidentielle est sacrée. Mais que des gens qui sont à la tête d'une commission des lois et qui pendant tout leur mandat, n'ont voté que des lois qui créent des problèmes à la République. Et nous en sommes. Au lieu d'aller cultiver la compétence, s'attaquent à des gens qui ont fait de belles preuves. Je regrette. Je regrette. Et il a dit, toujours en l'attaquant, hier, nous avons été gazés. Nous avons fait le mercredi rouge. Et Sylvain Leca fait mercredi bleu. Moi, j'ai fait mercredi rouge avec eux. Ensemble. Mais vous convenez avec moi que vous êtes j'ai fait ça parce que vous êtes en politique. C'est honteux, c'est pas politique. C'est pourquoi je vous disais tantôt, quand on est cadre, il ne faut pas oublier toute la partie intellectuelle quand on devient politique. C'est honteux de défendre cette position-là hier et de venir raconter ou de venir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Quand hier, et lui-même il a affirmé, toi tu n'as été que gazé. Et qu'aujourd'hui, tu viens tirer à balles réelles sur les gens. C'est honteux de dire des choses comme ça. Quand le président Patrice Talon avait été retenu au commissariat central de Cotonou, nous étions tous là-bas la nuit. Est-ce qu'on avait empêché son avocat de le voir? Djogbenou l'avait vu. Aujourd'hui, on vous prend, on vous empêche de recevoir votre avocat. On vous empêche de recevoir des parents. Et c'est ça qu'on vient nous défendre. Monsieur Antoine Guédou, on va finir dans quelques petites... Non, je me suis laissé fâcher un peu, mais je reviens à moi-même. Parce que vraiment... C'est déjà bien que vous soyez revenu en de bons termes. Voilà, c'est déjà bien. Après avoir exprimé une autre partie de vous. Voilà. Je veux dire, on finit en quelques petites secondes. Un mot sur le budget de l'État exercice 2021. Le budget, je voudrais dire un seul mot. Oui. Je constate que depuis qu'il est arrivé, le président Patrice Talon a toujours eu en moyenne 2 000 milliards de budget contre environ 600 milliards pour tous ses prédécesseurs en moyenne. Et j'invite ceux qui font des comparaisons à faire le rapport ressources-emploi. Voilà ce que les autres ont eu, voilà ce qu'ils ont fait. Voici ce que le président Talon prend. Voici ce qu'il a fait. En réalité, une analyse statistique et dynamique. Une analyse statique, j'allais dire, et dynamique. Vous comprenez ce que je dis? La deuxième remarque, le président Talon dit qu'il veut faire du social. Mais il charge le peuple d'impôts. Les ressources intérieures dans ce budget-là, sur 2400 milliards, c'est 1300 et quelques milliards. Je vous donne seulement ces deux indices parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail sur beaucoup de choses. Exiger de ses concitoyens le paiement de leurs impôts, c'est des ressources à mobiliser à l'interne. C'est les charger. On n'a pas à l'interne, nous n'avons pas d'autre chose que les impôts. Merci, M. Antoine Guédou, vice-togbe. Merci, M. Antoine Guédou, vice-togbe. C'est complètement terminé. On n'a pas eu le temps d'aborder le dernier point. Ce que je vous disais. Oui, c'est quand même important d'avoir... Laissez-moi faire le mot de fin. Oui, avant le vœu, j'aurais voulu vous écouter aussi sur cette sulfureuse affaire de gestion des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, une commune que vous partagez en partie, je dirais, bien évidemment, puisque vous êtes politique et président de parti politique. Et vous avez suivi avec nous la descente aux enfers de ces élus très proches je dirais, de la mouvance ou bien mouvancier Bontin, qui, par le passé, pensez de chef de l'État que l'État n'interpelle que les opposants, eh bien, c'est déjà une preuve pour vous quand même de vous rassurer quelque peu que, voilà, quel que soit le camp, on peut être inquiété. Oui, vos voeux. Je vous réponds à tout ce que vous avez dit, pas une seule chose. D'accord. Pas deux mots. D'abord, c'est insuffisant.
je veux voir clôturer le dossier Adamano, le dossier CNCB. Vous suivez un peu ce que je dis? Deuxième chose, je vais dire, il n'est jamais tard de bien faire. Pourvu que cela ne se passe pas comme d'autres dossiers. C'est tout ce que je vais vous dire sur ces choses-là. Oui. Et je ne veux pas faire de commentaires parce que le dossier est pendant devant la justice. D'accord. Mais je veux suivre. Voilà. Et vous m'aviez promis un petit mot en conclusion. Non, en fait, c'est un rattrapage. En quelques secondes. Et le Quelques rattrapage, nous sommes en début d'année. Et nous sommes dimanche des religions endogènes. Bien sûr. Début d'année, je voudrais commencer par vous souhaiter mes vœux de santé, de bonnes heureuses années. Merci, M. Guédou. Vœux réciproques. Et à travers vous, toute la direction de votre télévision et vos collaborateurs proches. Je voudrais ensuite souhaiter au président Patrice Talon mes vœux de santé, parce qu'il faut beaucoup de santé Il le faut. pour être président de la République. Ah oui. Mes vœux de santé. Et d'une république comme le Bénin. Santé, qu'il ait de la santé. Mais aussi mes vœux de discernement et de lucidité. Merci. Pour qu'il revienne s'asseoir sur le trône Oui. que la nation lui a donné. Ce trône-là, qui lui confère le titre de garant des lois de la République, le titre de garant de l'intérêt général. Je voudrais enfin souhaiter Pour finir. bonne année à toute la nation et bonne fête à toutes les religions endogènes. Merci, Monsieur Antoine Guédou Vissé Togbé. Je rappelle que vous êtes administrateur de Banques et Finances. Vous êtes le président du parti Grande Solidarité Républicaine, GSR, la main dans la main. Merci pour votre disponibilité au menu. Nous avons abordé plein de sujets. L'incompétence de la Cour constitutionnelle face à la prorogation du mandat de chef de l'État, à la reprise de la tournée présidentielle, les dits et non-dits, justement, sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, et puis le budget, exercice 2021, les 2452 milliards. Et pour conclure, bien évidemment, vous avez eu le temps de faire ne serait-ce qu'un tout petit, très bref commentaire sur l'affaire des 39 hectares qui secoue la commune d'Abo-Mekalavi et surtout l'équipe sortante de la commune d'Abo-Mekalavi. Merci. Monsieur Guédou, pour votre lecture de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin. On vous retrouve très bientôt pour le même exercice. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne fête à tous les dignitaires religieux du Bénin. À dimanche.